Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour le premier webinaire de ceci, en particulier la prostitution des mineurs pour comprendre les phénomènes accompagnés des jeunes qui travaillent ensemble. Donc, je remercie aussi Claire Bonjour qui suit avec nous. Donc, je me présente, je suis Juliette Thatcher, chargée d'études à l'Université Globale de Détroit, et je réalise actuellement une recherche action sur la protection de l'enfance en Occitanie. Donc, pour vous parler rapidement de cette recherche, c'est une recherche qui existe grâce à un partenariat entre les États, représenté par le commissaire à la Convention et à la lutte contre la pauvreté, donc l'EDPC, et le master intervention et développement social de l'Université Globale de Détroit, qui est représenté par Benoît Fournier, notre enseignant-chercheur avec qui je travaille sur ce projet, et qui est aujourd'hui derrière la caméra. Merci Benoît. Donc, je vais vous parler juste rapidement de ce projet de recherche, parce que je sais que vous avez bien s'inscrire dans ce travail. Donc, c'est un projet qui vise à la fois à valoriser les actions et les initiatives qui se mettent en œuvre dans le champ de la protection de l'enfance en Occitanie, mais aussi à pouvoir recueillir la parole des actrices et des acteurs afin de comprendre comment ils perçoivent notamment les enjeux actuels du secteur. Donc, pour cela, on réalise plusieurs actions. Mais déjà, afin de documenter les réalités professionnelles, que ce soit les pratiques et les difficultés aussi sur le terrain, on a réalisé des entretiens individuels et collectifs qui nous ont permis de pouvoir délivrer un questionnaire qui a été diffusé en ligne auprès des professionnels du secteur de la protection de l'enfance en Occitanie et même au-delà. Et donc, si ça vous intéresse, on est en train de traiter ces résultats et on les présente sous forme de fiches synthèse que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Il y a l'intitulé en bas de la diapo, et je peux aussi le transmettre sur le chat. D'autres actions qu'on mène également, c'est, on aurait pu, comme je disais, de valoriser les actions et les initiatives qui sont mises en œuvre par les entreprises et les acteurs du terrain. Que ce soit des politiques territoriales, des associations ou tout autre actrices et acteurs. Donc, on réalise des podcasts et des fiches actions que vous pouvez également retrouver sur le site internet, donc n'hésitez pas à aller voir. Et bien sûr, l'un des éléments aussi centraux de notre travail, c'est de pouvoir favoriser la rencontre et l'échange entre les différents actrices et acteurs, que ce soit des professionnels, des universités avec des étudiants, mais aussi bien sûr les personnes visées par les actions, qui sont à savoir les expérimentés. Donc pour cela, on a plusieurs éléments, comme aujourd'hui, c'est des webinaires par exemple, mais aussi des années d'études et l'animation ici de groupe de travail. Donc voilà pour la présentation rapide de notre travail. Donc, comme je disais, vraiment, n'hésitez pas à le voir sur le site internet. Vous retrouvez toutes les infos et d'ailleurs, vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter si vous êtes au courant des prochains événements, etc. Voilà, donc pour rentrer dans le vif du sujet, donc vraiment le sujet de la prostitution des mineurs, c'est vraiment une problématique qui est ressortie comme importante à travailler côté des professionnels que vous rencontrez, et de pouvoir avoir notamment des espaces en fait, pour mettre au travail ces questions. Et d'avoir vraiment des outils en fait pour pouvoir aussi agir aux questions. Et d'ailleurs, votre mobilisation d'aujourd'hui montre cet intérêt. Parce qu'il y a eu énormément d'inscriptions, donc 140 à être connectés. Donc déjà, merci beaucoup à vous aussi pour votre mobilisation. Donc, comme je disais, je suis vraiment heureuse d'être aujourd'hui avec vous. Et je remercie vraiment grandement Claire Bonjour, qui est chef de service du film et formatrice à l'Académie Podcast. Voilà. Je vais vous expliquer rapidement les objectifs de ce cycle de webinaire, qui sont multiples. Donc déjà, c'est pouvoir sensibiliser les professionnels du secteur de l'enfance et de la protection de l'enfance sur le phénomène de la prostitution des mineurs et pouvoir aussi visibiliser ce sujet. Ensuite, c'est bien sûr de pouvoir apporter des éléments de compréhension sur le phénomène, mais aussi pouvoir avoir des éléments de repérage et d'accompagnement. Donc, en implantant des indicateurs de repérage, mais aussi des bonnes et mauvaises pratiques, et en vous présentant aussi les dispositifs existants. Et bien sûr, c'est de pouvoir aussi favoriser les échanges et l'interconnaissance entre les actrices et les acteurs du secteur.
Voilà, on voulait aussi, juste avant de commencer, vous préciser que même si le webinaire finalement est ouvert à tous dans tous les territoires, la majorité des intervenants et intervenants qui interviennent sont du département de l'Hérault. Mais à savoir aussi que souvent il y a des équivalents sur les autres territoires. Donc, vraiment discuter que dire de plus celui qui va vous présenter tous les types de webinaires. Donc, il comptera 3 séances. Donc, celui d'aujourd'hui sur comprendre le phénomène et le repérer animé par Pierre Brando. Ensuite, le deuxième, qui aura lieu le 13 septembre, qui abordera avec les clés de lecture, l'accompagnement des jeunes avant, pendant et après une situation de prostitution. Donc, l'objectif, ce sera vraiment de présenter à plusieurs voix les pratiques de prévention des risques et des dommages, mais aussi les bonnes et les mauvaises pratiques en matière d'accompagnement. Et le dernier du cycle, le 8 novembre, qui présentera des dispositifs nationaux et locaux, et qui sera suivi en fait d'une table ronde, donc avec divers acteurs, que ce soit de la justice, de la santé, du social, etc. Donc davantage sur leur rôle à chacun et les bonnes pratiques en termes de coordination des actions. Donc voilà, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps. Donc concernant la séance d'aujourd'hui, elle sera organisée en 2 parties, avec 40 minutes de présentation, puis un temps de questions, et ensuite 40 minutes de présentation, et à la fin aussi un temps de discussion avec Claire. Également, je voulais préciser que pour les personnes qui ne peuvent pas assister au webinaire aujourd'hui, vos collègues, amis, des personnes intéressées, l'ensemble des webinaires sera disponible en replay. Donc, toujours encore sur notre site internet, si vous n'hésitez pas à le voir. Et dans le on aimerait bien aussi pouvoir vous transmettre par la suite des documents ressources, divers, que ce soit des documents écrits, des podcasts ou autres, à la suite de ceci. Donc voilà, ce webinaire, comme je disais, est animé par Claire, donc encore une fois, je vous remercie grandement. Et je tiens également à remercier Benoît Polo qui a la technique aujourd'hui. Et bien sûr, vous toutes et tous, de vous être mobilisés aujourd'hui. Donc, ça m'a été enrichissant et inspirant, et j'essaie de rester vigilante à vos questions et réactions. Je vais laisser maintenant la parole à Claire. Merci Julie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là pour animer ce webinaire sur la prostitution mineure. Je remercie Juliette et Benoît pour cette invitation. Et donc, on va tenter d'avancer ensemble sur la question de la prostitution mineure. 2 points, exploitation sexuelle, puisque la République est quand même important sur ce sujet-là. Et on va essayer de voir ensemble dans la matinée pourquoi la République est importante et pourquoi de plus en plus les prostitutions spécialisées, comme on a dit, on va utiliser souvent le mot exploitation sexuelle pour la prostitution mineure. Juste avant de me présenter, vous raconter, je suis à l'Académie depuis une dizaine d'années et j'ai participé à ouvrir un service mineur qui s'appelle le film dans les groupes. C'est la problématique probablement depuis quelques années, devant l'avenir, le domaine était de plus en plus visibilisé. Et l'association s'est dit qu'à un moment donné, elle va vraiment assez mineurs-là, parce que plus on va intervenir tôt, peut-être on va les aider à sortir de ce système. Avant de rentrer dans les vifs du sujet, je vous présenterai rapidement l'association, pour savoir bien comprendre. Donc l'association Académie, c'est une association nationale qui a été créée en 1946. Pourquoi 46? C'est juste en 46, la France organisait la prostitution, notamment à travers les maisons pendant l'après-guerre, une député, Marguerite Richard, qui est passée au loin en disant que la prostitution était une activité universelle. C'est de là que soutenait l'année publique, donc on était d'abord ces personnes mises en cause et ensuite constituées en association. Dans les années 70, c'est l'association de professionnalisme et l'année publique est une association composée de travailleurs sociaux, notamment côté du café des éducatrices, mais aussi de psychologues, de l'assistance sociale, de présidents organisés.
comme le mouvement social et phénoménal. Et de plus en plus, dans nos équipes, il y a aussi, par exemple, en fonction de psychologues et de juristes, de façon générale, que ces questions-là sont encadrées aussi par une législation et que des personnes qui sont également des mineurs en développement. Donc, on est présent au niveau de la carte sur une quinzaine de départements. Les établissements par département ont plusieurs actions. Une action de prévention, sensibilisation, formation. On est bien pour sensibiliser à la problématique de la prostitution des mineurs. Des diagnostics aussi, c'est-à-dire de la recherche-action. Et après, dans chaque établissement, maintenant, il y a des activités. Pratiquement tous les établissements ont ouvert depuis 2020 des missions. Il y a également le cadre de notre métier, c'est aussi, et c'est toujours aussi qu'on fait aller vers les personnes dans l'espace public, sur les robots, en particulier, etc. Et on a développé le contenu de la numérique, puisque la réalité maintenant de la prostitution se gère via les sites internet, via les réseaux sociaux, et notamment pour les mineurs. L'académie accompagne du coup faire un accompagnement global et personnalisé des personnes accompagnées vers une émancipation du système institutionnel. Certains établissements ont développé des éléments, des AAB, des développements accompagnés. Et nous avons deux établissements, un à Lyon et un de France, qui ont des ateliers d'adaptation à la victime, c'est-à-dire qu'ils font des ateliers d'insertion avec des personnes qui étaient éloignées de l'emploi pour qu'elles aient la même insertion en socio-professionnelle. Et comme c'est une association militante, l'association MPI fait tout plaidoyer sur le système institutionnel. Voilà pour l'académie en général. Pour vous présenter plus précisément le service de travail qui s'appelle le film. Du coup, on est dans l'Hérault. Vous avez le même en Haute-Garonne qui s'appelle le Repère. Voilà, vous avez dans chaque établissement des missions mineures. Celui de l'Hérault où je travaille, du coup, est constitué d'une équipe de 5 éducatrices, d'une formatrice et d'une psychologue et de moi-même qui suis chef de service et formatrice. Là, vous voyez un petit peu nos emojis c'est notre page Instagram qui est alimentée toutes les semaines puisque on voit que la prostitution, elle est via Internet, via les réseaux sociaux. Et du coup, toute l'équipe s'est formée et équipée d'une intervention sociale, d'un accompagnement social via les interfaces utilisées par les jeunes et notamment les réseaux sociaux. Le service mineur de la Michel Duny Hérault, le FIL, il a 4 missions qui sont les unes et les autres interdépendantes. Chaque mission nourrit les autres missions. Une première mission qui est la formation, la sensibilisation et le soutien aux équipes de professionnels dans l'analyse de situation. Ça, c'est vraiment important pour nous puisque la plupart des professionnels ont des doutes, se disent est-ce que cette jeune, elle est peut-être en prostitution? Et comme c'est un sujet tabou, c'est pas évident toujours de l'aborder. Donc, notre équipe fait de l'aller vers aussi, mais de l'aller vers les professionnels. On se déplace auprès des professionnels qui nous parlent du coup de la situation et à partir de l'amnèse de la situation du ou de la jeune, on va pouvoir essayer d'évaluer si cette jeune elle est en risque, voire en situation de prostitution. Suite à cette évaluation avec nos collègues, notamment nos collègues de l'aide sociale à l'enfance, certaines jeunes vont être du coup ce qu'on appelle co-accompagnées par l'équipe du FIL, c'est-à-dire on ne fait pas l'accompagnement global, on est sur un accompagnement spécifique et l'objectif de cet accompagnement spécifique, c'est de pouvoir déjà avoir une écoute auprès de ces jeunes-là sans jugement, avec bienveillance, mais sans neutralité non plus, on reste persuadé au fil que l'exploitation sexuelle des mineurs est une violence et qu'on doit être là, à côté d'elles, avec elles, pour les aider à sortir de ce système-là. Juste pour les chiffres, après je donnerai les chiffres nationaux, mais ne serait-ce que dans l'Hérault, en l'espace de 2 ans et demi, on a identifié via notre service 213 mineurs. Nos partenaires nous ont appelés sur 213 situations différentes. Et l'équipe du FIL en co-accompagne 62 actuellement. Ce service, il a également mis
mis en place des séances de prévention auprès des jeunes, c'est-à-dire qu'on intervient dans les établissements scolaires à partir du collège pour faire de la prévention sur la question de la prostitution. Et surtout, on a développé ce qu'on appelle, nous, de la prévention secondaire, c'est-à-dire on fait de l'aller vers les jeunes potentiellement plus à risque. On verra qu'il y a des jeunes, malheureusement, qui sont potentiellement plus à risque de se retrouver entraînés dans la question de la prostitution. Pour donner des exemples, on intervient dans les maisons d'enfants à caractère social, dans les villas, sur 2, 3, 4 séances avec ces jeunes, et on va aborder la question de la prostitution via le prisme des violences sexistes, de l'égalité filles-garçons, et notamment aussi, surtout, des violences sexuelles pour arriver à cette question de la prostitution. On a un partenariat avec le foyer de l'enfance de notre département, puisque malheureusement, comme sur beaucoup de départements, hein, on n'est pas les seuls, le foyer de l'enfance peut être malheureusement un lieu qui a été repéré par le système prostitutionnel et notamment par les proxénètes pour recruter, embarquer ces jeunes qui sont dans les foyers. Je détaillerai un petit peu plus tout à l'heure. Et la dernière mission, c'est ce qu'on appelle l'aller vers numérique, c'est-à-dire que nous allons sur les sites où il y a des annonces de prostitution. Alors, vous verrez pas sur ces sites-là des mineurs qui s'affichent mineurs, puisque c'est interdit, la prostitution des mineurs. Et du coup, elles sont cachées derrière des profils, on va dire, ce qu'on a repéré nous, elles sont cachées derrière les profils des 18-25 ans. Le but de l'aller vers numérique, puisqu'elles mettent leur numéro de téléphone ou des coordonnées pour que les acheteurs puissent les contacter, mais on récupère ce numéro de téléphone et on leur envoie des messages, des textos en expliquant qui on est et que si elles le souhaitent, elles peuvent avoir une écoute, un accompagnement anonyme. Et on a cette fameuse page Instagram qui est alimentée toutes les semaines par un post par des stories pour justement tenter de prévenir les jeunes et puis informer les jeunes aussi qui peuvent nous contacter. Voilà pour le service. Je rentre dans le cœur du sujet, la prostitution, le système. Du coup, la prostitution, c'est un système. Pourquoi on parle de système? C'est que c'est pas une problématique individuelle. C'est un système organisé avec des acteurs, d'accord? Et là, vous le voyez sur la diapo, il y a 3 acteurs principaux. On va partir d'abord des acheteurs, des clients de la prostitution. C'est parce qu'il y a de la demande, c'est parce qu'il y a des acheteurs qu'il y a des personnes en situation de prostitution. C'est parce qu'il y a des acheteurs avec des fantasmes différents, avec des fantasmes différents il y a une diversité dans la prostitution. La prostitution, on va retrouver des femmes et des hommes, on va retrouver des personnes transidentitaires, on va retrouver tous les âges, toutes les nationalités, avec du côté majeur une prédominance des nationalités étrangères hein, et notamment des nationalités de pays où les personnes sont en difficulté. On parle souvent de trafic d'êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Et c'est pour ça, c'est parce qu'il y a ces acheteurs qui du coup, ont des désirs différenciés qu'on va retrouver différentes formes de prostitution. Là, au jour d'aujourd'hui, la prostitution des mineurs, ça devient un phénomène important. Hein. C'est-à-dire qu'on parle de chiffres. Alors, les chiffres sont toujours compliqués dans la prostitution, parce que la prostitution, elle est plutôt cachée, on ne sait pas trop. Et notamment, les mineurs, c'est pas visible. Les mineurs, elles sont rarement dans la rue et ça se passe plus sur Internet. Mais on parle de 15 000 mineurs en France qui seraient en situation d'exploitation sexuelle. Voilà, à peu près 15 000 mineurs. La question qui se pose, c'est quand même pourquoi il y en a autant depuis quelques années, pourquoi le phénomène est en augmentation, mais parce que du côté des acheteurs, il y a une demande forte de pouvoir acheter un acte sexuel d'une ou d'un mineur. Et donc, il faut aller du côté des acheteurs si vraiment on voulait faire baisser ce phénomène de la prostitution. Donc, la moyenne d'âge des mineurs en prostitution, en France, la moyenne d'âge qui se retrouve, c'est 15 ans. Là, nous, notre service, il a ouvert depuis 3 ans. Honnêtement, en 2021, on avait effectivement la majorité de nos sollicitations, c'était des jeunes, notamment des jeunes filles, 95% sont des filles, qui avaient entre 15 ans et 18 ans. Là, depuis 1 an et demi, on voit l'âge baisser et notamment, on est à plus de 42% pour cette année, enfin 2021,
2023 et début 2024 de mineurs de moins de 15 ans. On accompagne actuellement 3 enfants, je vais les appeler les enfants puisqu'elles ont 11 ans et elles ont été recrutées dans le phénomène prostitutionnel. Donc c'est ça qui pose question, puisque là, l'acheteur ne peut pas se cacher de « Ah, ben on aurait dit qu'elle était majeure, qu'elle avait 20 ans ». Une fille, une enfant de 12 ans, au regard de son corps et de sa maturité, on ne peut pas se tromper sur le fait qu'elle puisse être majeure. Le système prostitutionnel, dans la majorité des situations, et notamment pour les mineurs, est organisé par des proxénètes. On n'a pas rencontré de mineurs qui nous disaient s'être prostituée toute seule, par choix, etc. À chaque fois, il y a eu de l'organisation et finalement, on s'aperçoit qu'il y a des réseaux bien organisés de proxénètes. Pour les mineurs, on va retrouver, si on doit détailler un peu qui sont ces proxénètes, on va retrouver la prostitution familiale et on a repéré que pour notamment les enfants de moins de 13 ans qui sont en prostitution, souvent la famille a pu participer dans la prostitution, l'exploitation sexuelle de leurs enfants en les exploitant et en utilisant l'argent de la prostitution. Ça fait partie, c'est des fois innommable, mais du coup, ça fait partie d'une partie des proxénètes. On va retrouver dans 50% des cas, par rapport aux mineurs, le petit ami, ce fameux qui est nommé le loverboy. Loverboy, pourquoi? Parce que pour la mettre sous emprise, cette jeune, il va utiliser la relation amoureuse. Il va lui dire, il va combler aussi. Souvent, ces mineurs, elles ont des failles, elles ont une estime de soi assez dévalorisée. Et du coup, lui, il va arriver avec l'objectif, moi, je vais te sauver, je vais t'aider, on va s'en sortir ensemble. Et par amour, ben, en plus, c'est grâce à toi. Grâce à toi, on va gagner de l'argent et du coup, on s'en sortira. Ils leur vendent souvent du rêve. Et finalement, ces loverboys, on s'est aperçu qu'ils sont issus de trafic. Hein. C'est des réseaux de prostitution et de trafiquants et qu'ils ont vraiment pour objectif de mettre sous emprise ces jeunes filles. Là, aujourd'hui, ce qu'on retrouve depuis l'année dernière surtout, qui monte de plus en plus, c'est que maintenant, ce sont aussi des jeunes filles elles-mêmes en prostitution sous emprise d'un proxénète qui vont aller recruter à l'intérieur, par exemple, des foyers, mais pas que, hein, ça peut être en établissement scolaire. Ce sont des jeunes filles qui vont emmener vers la prostitution d'autres jeunes filles. Et du coup, ces jeunes filles, elles ont le double statut, victimes de prostitution et d'emprise et deviennent proxénètes, puisqu'en fait, quand même, les jeunes filles vont moins se méfier d'une autre fille que d'un garçon. Tout ça, souvent, c'est organisé en réseau. Et enfin, vous avez aussi la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, où là, on va retrouver notamment les mineurs non accompagnés qui ont été trafiqués de leur pays d'origine, qui ont eu souvent, pour arriver sur notre territoire, ils arrivent rarement en avion, c'est plutôt des mois avec des passeurs et la majorité de ces jeunes ont déjà vécu de l'exploitation sexuelle. Donc voilà, c'est important quand on pense à la prostitution de penser acheteur, proxénète, prostituée. Pour un profil un peu des jeunes qu'on accompagne sur notre service, mais qui correspond au même profil de tous les autres services en France quand on croise nos propres statistiques, les mineurs au fil, ce que je vous disais, hein, la plus jeune, elle a 11 ans, la moyenne d'âge est de 15 ans, la majorité sont des filles, la majorité, presque toutes, sont françaises. Alors pourquoi il y a pas, il y a moins de garçons, puisque la problématique est quand même liée à une domination masculine, hein, parce que du côté des acheteurs, les acheteurs sont à 99% des hommes et les personnes prostituées ce sont plutôt les femmes et les filles. Mais par rapport aux mineurs, je pense qu'encore, nous, les professionnels, on passe à côté des garçons. Parce que du coup, c'est plus difficile de les repérer et puis ça nous vient moins dans la logique qu'un garçon se prostitue. Et donc, les garçons passent un petit peu encore à côté des radars sur cette question-là. Donc, on pense qu'il y en a plus que ce que nous, on voit dans nos services. Pour reprendre le profil de ces jeunes, 100% des jeunes accueillis, en tout cas sur notre service, ont vécu des violences dans la famille avant la prostitution. Donc, 90%, je le dis parce que c'est important, sont des enfants co-victimes des violences conjugales. Donc, je sais que la majorité des professionnels, on est maintenant formés sur les violences conjugales
sur l'impact que ça a sur les enfants. Et malheureusement, un des impacts, ça peut être celui-là. C'est pas automatique, mais c'est un facteur, on va le voir tout à l'heure, fragilisant. 90% des mineurs accueillis sur notre service ont vécu des violences sexuelles avant la prostitution. Donc, la moitié des violences incestuelles, de l'inceste, et ça vient faire écho aux chiffres aussi, vous savez, de la Civise, qui a fait une grosse étude sur les enfants victimes d'inceste, et l'étude a démontré que un enfant sur 10 était victime d'inceste. Une autre forme de violence sexuelle qui nous est révélée par ces jeunes et notamment ces jeunes filles, 40% d'entre elles ont vécu des viols collectifs. Et notre question, c'est est-ce que c'est pas une nouvelle méthode d'emprise de la part des proxénètes, puisque souvent c'est la même répétition. C'est une jeune fille qui arrive souvent, qui est placée au foyer, qui a souvent déjà vécu des violences sexuelles. Et elle nous explique, ces jeunes, que du coup, c'est souvent une autre fille qui les amène dans une fameuse soirée et que là, elles vont être séquestrées dans une chambre et elles vont vivre un viol collectif. Et ce viol collectif, il va être filmé et ce film va permettre aux proxénètes de maintenir l'emprise et de maintenir le chantage. Si tu fais pas ce qu'on dit, on va diffuser ce film partout et les jeunes sont terrorisés et du coup subissent et acceptent la coercition, enfin acceptent, c'est pas le bon mot, mais sont sous coercition dans cette question de la prostitution. Pareil, souvent, au départ, quand on n'a pas bien en tête la problématique, les jeunes, elles vont pas nous dire: «Ah, j'ai un proxénète». Non. Elles vont nous dire, pour la plupart: «Mais non, je gère seule et cetera, avec une copine», voilà. Mais au fur et à mesure de l'accompagnement, on s'aperçoit que finalement 100% d'entre eux et d'entre elles, il y a du proxénétisme, il y a des proxénètes. Les jeunes qui vous mettent en avant, par exemple, la question de l'argent, qui vont vous dire certaines: «Ouais, mais moi, en un week-end, je me fais 2000 balles. Toi, tu travailles pendant un mois pour te faire cet argent-là». Finalement, cet argent, quand on le travaille avec elles, qui est un autre sujet tabou, mais on le travaille avec elles, finalement, elles l'ont pas. Elles l'ont pas dans les poches. C'est le proxénète qui s'est fait 2000 balles. Mais comme il a colonisé un peu son cerveau en lui disant: «T'as vu, on se fait plein d'argent», du coup, elle est persuadée qu'elle se fait plein d'argent. Sauf que l'argent, elle l'a pas. Elle l'a pas avec elle. Je détaillerai peut-être tout à l'heure. Et c'est ce que je disais aussi en début, la prostitution des mineurs, elle est en majorité sur les réseaux sociaux et sur internet. Prostitution visible, on parle à peu près de 10% pour les mineurs, et la prostitution invisible va s'organiser via des sites Mime, OnlyFans, vous savez, ces fameux sites où il y a des influenceurs qui parce qu'on s'abonne à leur page et du coup on va payer pour avoir des nouvelles photos, et finalement sur ces sites-là il y a beaucoup de jeunes filles, beaucoup de mineurs, et vous imaginez bien que les photos qui sont demandées, c'est pas des photos artistiques, ce sont des photos de leur corps, des photos avec des vidéos pornographiques, et ça peut être une première entrée, une première prise de risque d'entrer dans la prostitution. Vous avez ce fameux site coco.fr, je vous en aurais parlé plus il y a 2 jours, mais il a fermé ce matin. Coco.fr est un site où il y avait de la pédocriminalité énormément, et notamment de la prostitution de mineurs. C'était une forme de chat. Et il y a eu plus de 2000 affaires en France par rapport à ce coco.fr. Et là, l'État, hier, a fermé ce site-là. Après, ça ne veut pas dire que ça va faire diminuer la question de la prostitution, hein. D'autres sites vont ouvrir et d'autres modes vont ouvrir. Nous, on le voit notamment sur des applications comme Telegram, WhatsApp, et après des réseaux sociaux comme Insta, Snapchat, où il y a de la prostitution. Il faut savoir que les jeunes, quand elles sont prostituées, du coup, elles sont rarement dans la rue et ils vont s'organiser, ils vont soit utiliser des hôtels. Alors de moins en moins, les proxénètes quand même font de plus attention puisque les hôteliers, du coup, s'ils laissent faire la prostitution dans leur hôtel, peuvent être condamnés pour proxénétisme, puisque le proxénétisme, c'est favoriser la prostitution, inciter à la prostitution, et du coup, beaucoup d'hôtels ont pu fermer. C'est pour ça qu'ils vont plutôt utiliser des hôtels type F1, Formule 1, puisqu'il n'y a pas de personnes et qu'on met juste la carte bleue dans une boîte pour accéder à la chambre. La majorité nous décrivent les passes, les vivent
souvent dans des appartements Airbnb où pendant quelques jours, ils vont louer un appartement Airbnb. Souvent, dans ces appartements, elles sont pas seules. Il y a 2, 3 jeunes filles et ces appartements, ils vont les louer sur une très courte durée parce que les proxénètes sont très réactifs et se sont aperçus que au bout de 2, 3 jours, le voisinage commençait à appeler la police parce qu'il y avait du bruit, des allers-retours toute la nuit, etc. Donc, ils le louent sur de très courtes durées. Les jeunes nous parlent aussi d'appartements non Airbnb, plutôt des appartements dédiés, des squats, où elles subissent la prostitution. Donc, voilà un peu pour les lieux de prostitution des mineurs. Là, c'était pour vous parler un peu du système et de comment ça se passait. Avant de rentrer dans les détails de facteurs de repérage, etc., des conséquences, quand même, on va faire un petit détour par le cadre juridique, c'est important. La prostitution, en général, la prostitution des majeurs, ok, au-delà de 18 ans, n'est pas interdite. On est dans une législation abolitionniste. L'abolition, c'est l'abolition des règles de la prostitution. C'est-à-dire qu'en gros, dans le monde, il y a 3 législations. La prohibition, qui interdit la prostitution. Donc, tous les acteurs sont interdits, les prostituées, les acheteurs et les proxénètes. Et dans ces pays qui pratiquent la prohibition, par exemple les États des États-Unis, la majorité des pays d'Afrique, des pays d'Asie, les premières personnes arrêtées, ce sont les personnes prostituées. Par exemple, aux États-Unis, on peut carrément voir des wanted avec la photo d'une femme prostituée qui est recherchée parce qu'elle se prostitue. À l'opposé, vous avez la législation réglementariste, c'est-à-dire les pays qui organisent et qui encadrent la prostitution. On en a beaucoup autour de nos frontières, hein. On va retrouver la Catalogne en Espagne, on va retrouver la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas. Là, souvent, la prostitution est organisée souvent dans des bordels, dans des maisons closes. Et les constats qu'on fait aussi dans ces pays-là, et ces pays-là font aussi ce constat-là, c'est que finalement, elle a beau être encadrée, la majorité des personnes prostituées dans ces maisons closes, dans ces bordels, sont des personnes victimes de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, c'est-à-dire qu'elles ont des proxénètes. Et la France, du coup, est allée dans l'entre-deux, l'abolition de la prostitution. C'est-à-dire que pour les majeurs, c'est pas interdit. Ce qui est interdit en France depuis 2016, c'est l'achat d'actes sexuels. Du coup, normalement, on ne peut plus acheter un acte sexuel. Alors, l'achat d'actes sexuels vers une majeure, c'est passible d'une contravention de 5e classe. Et ce qui est interdit, bien sûr, c'est le proxénétisme. Pour les mineurs, le recours de la prostitution des mineurs est interdit sur tout le territoire français. Du coup, vous avez l'article du Code pénal qui réprime le fait de solliciter. Vous voyez, on part du côté des acheteurs. La loi est partie du côté des acheteurs. De solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution. Et vous avez également l'article 13 de la loi du 4 mars 2002 qui dit « Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d'assistance éducative. » Donc, chaque professionnel qui est en lien avec une mineure ou un mineur en situation de prostitution, on est dans l'obligation de faire un signalement. Et un signalement au parquet, c'est pas une IP. L'IP, l'information préoccupante, c'est quand vraiment on a des doutes et qu'on ne sait pas. Et qu'on a besoin de se réunir à plusieurs professionnels pour voir si effectivement il y a réellement de la prostitution. Mais quand vous avez des indicateurs de prostitution que je vous donnerai tout à l'heure, on doit pouvoir signaler cette situation. Par rapport aux peines, du coup, pénalisation du recours à la prostitution, donc on est là du côté des acheteurs. Si la victime a moins de 15 ans, c'est passible d'un crime de 20 ans d'emprisonnement et de 3 millions d'amende, ou d'un délit d'agression sexuelle de 10 ans, et j'ai oublié un zéro, 1 500 000 € d'amende.
En fait, ça, c'est tout nouveau et enfin tout nouveau. C'est la loi de 2021, la fameuse loi Billion, qui est venue donner un âge de consentement, qui est venue aussi impacter la loi prostitution et aggraver les peines. Vous rappelez la loi Billion, l'âge de consentement. Du coup, par exemple, une mineure de 13 ans avec un majeur de 18 ans n'a pas à prouver qu'elle n'a pas consenti. Hein, contrairement d'habitude, dans la question du viol, on doit prouver le consentement et que ça a été sous contrainte, avec surprise, etc. Une mineure de moins de 15 ans qui dit j'ai été violée, elle n'a pas à prouver qu'elle n'avait pas consenti. Donc voilà, c'est venu impacter la loi sur la prostitution des mineurs. Si la victime a entre 15 et 18, on est sur un délit avec ou sans circonstances aggravantes. Donc, vous le voyez, 7 ans quand il y a circonstances aggravantes, 5 ans. C'est quoi des circonstances aggravantes? C'est effectivement s'il y a un réseau, s'il y a la coercition du proxénète, si la jeune, elle est vulnérable parce que, par exemple, elle est identifiée avec des déficiences, ou si la jeune est enceinte, par exemple. Et la majeure, du coup, la personne majeure, c'est une contravention de 5e classe. Du côté du proxénétisme, on est sur du crime, que ce soit 15 ans ou 18 ans. Et du côté des majeurs, on est avec des circonstances aggravantes ou sans circonstances aggravantes. Donc la loi, elle est dure. Elle est importante. Donc, il y a ce que dit le code pénal et après, il y a la pratique. Et il y a cette loi qui s'applique de façon différente selon les parquets. Là, hier, je lisais dans Midi Libre qu'un acheteur d'une prostituée de 14 ans, d'une mineure prostituée 14 ans, et il y avait des preuves puisque ils avaient eu des échanges via le site Coco. Elle y a dit, je suis mineure, etc. Elle était terrorisée puisqu'elle était sous emprise. Bon, la peine prononcée a été 1 an de prison. Voilà. Donc, on a encore du boulot sur faire appliquer les lois. Je vais peut-être m'arrêter là pour cette première partie. Merci Claire. Oui, du coup, on a quelques questions, si tu veux bien. Déjà, juste pour commencer, une personne demandait si c'était possible après d'avoir accès au diaporama par la suite. Oui, bien J'imagine sûr. que Du oui. coup, je transférais à Juliette le diaporama et un livret aussi d'accompagnement que la Michael Duny a fait. Merci Claire. Donc, première question. Peux-tu détailler l'aller vers numérique? Sur quel site allez-vous? Comment vous rentrez directement en contact avec des mineurs? Alors, du coup, j'espère que je n'ai que des professionnels en face de moi, puisque ce genre de site, on va pas en faire de la prévention auprès des jeunes. Puisque à partir du moment où on va parler d'un site, par exemple Coco, le jeune, il va vouloir aller voir ce que c'est et on est en risque. Mais comme on est avec des professionnels, je vais en parler. Donc, par exemple, les mineurs, on va les retrouver sur un site qui s'appelle Sex Model ou qui s'appelle Lady Xena ou qui s'appelle escort.com. Donc, ce sont des sites qui sont hébergés à l'étranger. C'est pour ça qu'ils ne sont pas fermés en France. Ça serait interdit puisqu'ils seraient accusés de proxénétisme. Mais ces sites-là sont hébergés à l'étranger. Donc, sur ces sites-là, il y a du coup des fiches avec des photos, avec les pratiques sexuelles, avec une annonce, etc. Et elles et ils mettent des numéros de téléphone ou c'est leur proxénète. Donc, on récupère le numéro de téléphone, on a un téléphone exprès pour faire de la lévère numérique. Et on leur envoie un message en leur disant: «Bonjour, on est une association, on a vu que tu étais sur ce site-là, peut-être tu as des questions, peut-être que tu as besoin d'écoute, n'hésite pas», et voilà. Et ce téléphone est, tout le temps, on va dire allumé. Heu, c'est une activité assez difficile et assez sidérante. On a mis aussi des garde-fous pour les équipes, c'est-à-dire qu'on fait de la lévère numérique pendant 2 heures, puisqu'on a accès à des images assez difficiles, assez crues. Et sur certains sites, notamment comme Sex Model, c'est carrément de la marchandisation. Enfin, de toute façon, c'est de la marchandisation, mais vous avez carrément les commentaires des acheteurs. Elle fait ci, elle fait pas ça, etc. Il y a des étoiles, il y a des recommandations. Voilà. Quand on envoie à peu près une centaine de messages sur un aller-vers de 2 heures, on a un retour à peu près de 10% des messages avec un retour: «Merci, je garde l'info». Donc peut-être qu'elles nous contacteront ou pas. Un retour sur, «Est-ce que je peux vous appeler? Est-ce que je peux venir chercher aussi du matériel de prévention?» Type, préservatif, gel, et cetera. Souvent, les personnes ont des questions sur, la santé notamment. Donc, on répond à ces questions-là. Donc voilà, en gros, comment on fait, la lévère numérique.
Ok, merci beaucoup. Une autre question, pouvez-vous nous expliquer comment vous obtenez le chiffre de 15% d'hommes français pour les acheteurs? Alors, il y avait eu une étude qui a été faite, qui est un peu vieillissante, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur les acheteurs de prostitution, qui a été faite en 2007, qui a été faite en 2007, et c'était sur un échantillon d'à peu près 30 000 hommes, et c'est comme ça qu'était ressorti le pourcentage de 15% d'acheteurs. Il y a une nouvelle étude qui est sortie en Allemagne. Alors, en Allemagne, ils sont à 42% d'acheteurs puisque du coup la prostitution est organisée et très visible puisqu'il y a des supermarchés de prostitution. Et ce qui était intéressant aussi en dehors du chiffre, c'était qui sont ces acheteurs en fait de la prostitution? Est-ce qu'il y a un profil particulier? Alors, ce qu'on sait, c'est que ça concerne toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les nationalités et tous les âges. Par contre, ce qui revient souvent, du côté des acheteurs, ce sont des hommes qui ont plutôt, une vision de la femme, assez dégradée, qui sont plutôt, comment on va le dire simplement, qui sont plutôt, machos, on va le dire comme ça. Hem Et qui du coup, dans leur argument, vont dire: «Ben nous, on a des besoins sexuels, si on n'a pas ça, si on n'a pas la prostitution, ben du coup, en gros, l'adage là, vous savez, s'il y avait pas de prostitution, il y aurait plus de viols». Ce qui est totalement faux. Il y a beaucoup d'études qui prouvent justement l'inverse. Notamment, vous savez, quand il y a c'est pour ça qu'il y a une grosse campagne là sur les JO, notamment quand il y a des gros événements sportifs, vous imaginez bien que les proxénètes, font venir, beaucoup de personnes prostituées, et c'est au moment de ces événements sportifs où il y a le plus d'agressions sexuelles de l'ensemble des femmes, autour de ces événements. Merci. Du coup, il y a la personne, je crois que c'est la même personne, qui a réagi par rapport à ce que tu disais avant, qui dit: «Je comprends, mais sur ces sites, ce sont la plupart du temps des proxénètes qui gèrent les annonces, pas les personnes directement». Vous avez totalement raison. On a à peu près 60-70 des annonces, effectivement, c'est des proxénètes, c'est des call centers. C'est des call centers qui sont souvent en Espagne. Mais il y a une petite partie d'entre elles où, c'est quand même, leur numéro, et notamment, les mineurs, c'est leurs proxénètes, mais les proxénètes des mineurs sont souvent des proxénètes de proximité. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont dans nos villes, en fait, et une partie d'entre elles, on tombe directement sur les personnes. Et du coup, quelqu'un demande: «Est-ce que tu pourrais donner la référence de l'étude dont tu parlais tout à l'heure?» Par rapport aux clients, C'est pas précisé. vous avez la dernière étude qui est sortie, sur une étude qualitative, où il y a 9 pays qui ont étudié la chercheuse Mélissa Ferlé, heu client de la prostitution, ça s'appelle, a fait une étude, sur, 9 pays, en fait, sur le profil, des acheteurs. Mais je le mettrai en ouais. Ah, l'étude de 2007. L'étude de 2007, c'est un sociologue, j'ai du mal à prononcer son nom, Monsieur Buonanna, qui a écrit, en 2007, cette étude. Vous pouvez trouver toutes les références sur notre site amicaldunie.org. Vous avez un onglet, ressources et bibliographies où vous aurez, toutes les références. Mmh. Petite pub pour le site aussi. Alors, il y a quelqu'un qui demande: «Bonjour, est-ce qu'on connaît la proportion de mineurs parmi les proxénètes et parmi les acheteurs?» Alors, exactement, précisément, non, puisque les chiffres sont assez noirs dans cette question-là. Mais en tout cas, du côté des acheteurs, la majorité sont des majeurs, hein. On retrouve très peu de mineurs, acheteurs de la prostitution, et les mineurs, elles nous expliquent que leurs clients, elles nous disent: «C'est des vieux», mais pour elles, la majorité de leurs clients, ils ont au-delà de 40 ans. Et du coup, parmi les proxénètes, donc il me semble qu'il y en a de plus en plus, non? Alors du coup, du côté proxénète, en fait, les proxénètes, ils sont organisés par plan, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs intermédiaires. Il y a une super étude qui a été faite par Bénédicte Lavaux-Legendre, qui s'appelle Prostitution par plan, qui est sortie en 2021, et qui montre que, il y a pas un proxénète, en fait. Ils sont plusieurs, et notamment les loverboys, ce sont des jeunes, évidemment. C'est des jeunes majeurs, voire des mineurs. Mais malgré tout, sur les têtes de réseau, sur vraiment ceux qui récupèrent l'argent, ce sont quand même des majeurs. D'accord, merci. Autre question, chiffrez-vous le nombre de mineurs en situation de prostitution confiés à l'ASE?
Mmh. Alors moi, je vais pouvoir parler que de mon département puisque du coup, les chiffres sont en train de sortir. Sur notre département, dans l'Hérault, 90% des mineurs qu'on accompagne sont accompagnés par l'aide sociale à l'enfance. Mais c'est un biais. Pourquoi c'est un biais? Déjà, je pense que je vous expliquerai pourquoi c'est plutôt ces mineurs-là qui sont concernés, mais c'est un biais aussi parce que ce sont nos partenaires qui nous sollicitent. Mmh. Et du coup, pour l'instant, il n'y a pas eu d'énormes campagnes auprès des parents, auprès de l'éducation nationale, et je pense qu'on passe à côté de mineurs qui sont pas du tout connus de l'ASE. Merci. Du coup, maintenant, il y a une question qui est un peu plus juridique. C'est: bonjour, nous ne sommes pas sûrs d'avoir compris un élément. Il nous est dit qu'il est interdit depuis 2016 un achat d'actes sexuels sur un majeur. Mais pour autant, nous sommes dans la prohibition n'interdisant pas la prostitution d'une majeure. Pourriez-vous nous expliquer? Alors la différence, prohibition et là, cette question-là, c'est que la prohibition, une personne si mettons on était prohibitionniste, on interdisait la prostitution, les personnes prostituées seraient arrêtées et seraient, délinquantes, en fait. La différence là, c'est que la personne prostituée, en fait, l'État est allé plus loin en se disant: «OK, si la prostitution, on considère que les personnes en sont victimes. Si elles sont victimes, elles ont des droits». C'est pour ça que les personnes prostituées ne peuvent pas être arrêtées. Par contre, elles se sont dit: «S'il y a une victime, il y a des auteurs». Évidemment, les proxénètes avaient été repérés, depuis des années et ils sont allés plus loin en 2016. On n'a pas inventé cette loi, hein, c'était la Suède qui l'a mis en place en premier en 2009, puis d'autres pays ont suivi et la France en 2016 en se disant: «Est-ce que finalement, comme on comprend que le système, c'est parce qu'il y a des acheteurs qu'il y a des prostituées, les acheteurs deviennent donc auteurs participent à rendre victimes les personnes prostituées et c'est pour ça que maintenant c'est interdit d'acheter un acte sexuel». D'accord, merci pour cette précision. Et du coup, c'était plutôt une remarque, mais quelqu'un qui disait: «Il me paraît important de ne pas systématiser le lien qui est souvent fait entre événements traumatiques et prostitution des mineurs». Alors je sais pas. En tout cas, nous, ce qu'on voit sur le terrain, les mineurs accompagnés, nous par nous, hein, c'est ce que je dis, les chiffres, au début que j'ai donnés, elles nous décrivent toutes, et tous des événements traumatiques avant la prostitution. Merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, soit dans l'onglet discussion ou questions et réponses. Et sinon, s'il n'y a pas d'autres réactions ou questions, on peut peut-être passer à la deuxième partie si ça te va. Merci Claire en tout cas. Alors, deuxième partie, du coup, comment repérer, les mineurs ou en situation ou en risque, de prostitution? Donc en fait, il va y avoir, vous allez avoir une succession de tableaux, puisque du coup, on va partir, nous, de ce qu'on a vu, de ce qu'elles vivaient avant la prostitution, de ce qu'on appelle les facteurs fragilisants. Ce qu'on retrouve dans la majorité quand même des situations accompagnées, par nos associations, dans le contexte intrafamilial, on retrouve souvent, des jeunes qui ont vécu, des violences familiales, un abandon familial ou une injonction parentale. L'injonction parentale, c'est quoi? C'est quand, des parents malheureusement, vont dire à leur enfant, «Tu vas finir sur le trottoir, on dirait une pute» et cetera et ce stigmate-là, du coup, malheureusement, beaucoup de jeunes filles nous disent que c'est ce qu'elles entendaient dans leur famille, et du coup, elles se sont retrouvées dans ce système-là. Ce chiffre, je reviens sur le trauma, mais dans 90% des situations, les jeunes accompagnés, par nos services ont vécu des agressions sexuelles, des viols, de l'inceste et un climat incestuel. Pourquoi on insiste sur ça? On le verra peut-être, un petit peu tout à l'heure sur les conséquences, mais surtout, dans la deuxième séance, le 13 septembre, sur, de vivre, d'avoir subi, des violences sexuelles a un impact psychique et physique qui malheureusement, va faciliter, comment le dire? Va faciliter la mise en prostitution de ces jeunes, va les anesthésier. J'en reparlerai un tout petit peu plus tout à l'heure et là, on s'aperçoit aussi que, une partie des proxénètes, on a mis une situation de handicap puisque nous sommes de plus en plus sollicités par les jeunes confiés, dans les ITEP ou dans les IME, donc des jeunes qui ont des difficultés, cognitives et qui du coup, les proxénètes les recrutent de plus en plus parce que l'emprise est d'autant plus facile à mettre en place malheureusement, sur ces jeunes-là. Ce contexte intrafamilial, il a des répercussions sur un contexte personnel, hein, une faible estime de soi,
une banalisation de la violence. On le sait, hein, les recherches nous montrent que plus on a subi de violence, plus on va banaliser la violence. Par exemple, j'entends des jeunes nous dire, quand mes collègues les interrogent sur leurs relations de couple, viennent vérifier un petit peu si dans leur couple, leurs copains n'utilisent pas de la violence. Elles nous disent non. Et puis finalement, quand elles détaillent, elles nous disent que bah oui, il la plaque des fois contre un mur. Il y a fait une balayette, etc. Mais pour elles, pour ces personnes, ces jeunes, elles nous disent, mais non, ça, c'est pas de la violence. La violence, pour elles, elle apparaît quand il y a des hématomes, du sang et qu'elles sont à terre, en fait, parce qu'elles ont vécu beaucoup de violence. Et il peut y avoir aussi comme frein, on a beau être à égalité en droit, du chemin à faire et malheureusement, les filles et les femmes, on est encore stigmatisées sur notre corps, le rapport au corps, à la sexualité. On est sans cesse rappelé, les femmes sont sans cesse rappelées à leur sexualité. Voilà. Et pour certains garçons, pas tous, mais une partie des garçons, ça a été aussi la recherche d'identité sexuelle qui a pu être un facteur fragilisant. Alors attention, hein, je suis pas en train de dire qu'homosexualité, ça entraîne la prostitution. Pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est que les jeunes garçons qu'on a accueillis et qu'on accompagne avaient une orientation sexuelle et ont été rejetés par leur famille, par leur entourage, du fait de leur homosexualité. Et c'est là où il pouvait y avoir un risque. Et ben, on est dans une société qui vient banaliser la question de la prostitution. On parle rarement de prostitution de mineurs. On va parler d'escorte, d'escorting, de michetonnage, de sugar baby, sugar daddy, qui sont des euphémismes hein, de la prostitution. La majorité des mineurs, en tout cas des filles, elles vont pas vous dire je me prostitue. Elles vont vous dire je suis escorte. C'est pas pareil. Elles ont les mêmes représentations que nous tous, c'est-à-dire que la représentation de la prostituée, c'est celle qui est en bord de route, sous un lampadaire dans un centre-ville et qui racole. Et du coup, les mineurs, elles nous disent, bah, moi, je fais pas ça, en fait. Moi, je suis escorte. Et donc voilà, comment notre société, comment bah, les médias, comment les réseaux sociaux, comment certaines émissions de télé-réalité banalisent quand même fortement la question de la prostitution. On est dans une société, je vous le disais, où il y a encore, il y a une forte hypersexualisation des filles, qui vient favoriser malheureusement le fait de pouvoir vendre son corps parce qu'on est femme contre quelque chose. Et un des derniers, dans notre contexte social, c'est l'accès aussi à la pornographie, l'accès des mineurs à la pornographie en libre accès sur leur téléphone. Et les chercheurs, les pédopsies notamment, et des chercheurs montrent que la majorité des jeunes de moins de 13 ans ont déjà et visionnent déjà des contenus pornographiques et que les contenus pornographiques que les jeunes visionnent, ce sont ceux en accès libre sur Pornhub, etc., qui sont souvent des films, enfin des films, qui sont souvent où les représentations sexistes, hein, l'apologie du fantasme du viol, etc., sont représentées. Et du coup, ça vient perturber pour ces jeunes leur entrée dans la sexualité. Et en face, bah, du coup, parents et ou professionnels, on ne parle pas assez de ces sujets-là avec les jeunes. On trouve que c'est tabou et intrusif. Et du coup, une partie d'entre eux, malheureusement, sont éduqués via ces films-là. Donc ces facteurs fragilisants, nous, on les retrouve dans beaucoup de situations. Et ces facteurs fragilisants, c'est pas un outil de repérage, mais en plus des indicateurs de repérage, ça peut nous donner quand même des indicateurs de risque, en tout cas, par rapport à l'exploitation sexuelle. Et c'est surtout aussi, ça va être aussi pour nous, en tout cas, nos leviers d'accompagnement. C'est-à-dire que souvent, la prostitution est malheureusement la conséquence d'un enchaînement de violences et que ce sont souvent, notamment les violences sexuelles, qui ont pas été nommées ou alors qui avaient été nommées mais pas entendues, qui n'ont pas été judiciarisées ou alors il y a eu un non-lieu parce que c'est difficile à prouver. Et souvent, ben, nous, notre travail, ça va être de reconnaître ces jeunes d'abord dans les premières violences subies, de les reconnaître victimes de cette situation dans les premières violences.
De ces facteurs fragilisants-là, évidemment que tous les jeunes ne sont pas en prostitution, heureusement, parce qu'il y en aurait beaucoup plus. Donc, il y a ce qu'on appelle, nous, un événement déclenchant, des facteurs déclenchants, qui peuvent se retrouver dans le contexte intrafamilial, un choc affectif, une rupture familiale, une fugue, le viol collectif. La fugue est le moment de tous les dangers pour les jeunes. Il y a différents types de fugues, hein, mais la fugue, notamment pour des jeunes chez eux ou dans un foyer qui se sentent très mal, qui veulent s'émanciper d'une violence, vont fuguer, mais au bout d'un moment, ça reste des jeunes, ça reste des ados, et certains d'entre eux vont en fin de journée avoir très peur, vont pas savoir où aller, vont pas oser retourner chez eux tellement ils ont peur de la sanction. Et ils vont aller malheureusement dans des lieux où il y a ce que nous on appelle des prédateurs. Et par exemple, dans beaucoup de villes, c'est souvent autour des gares, le ou la jeune va se poser là, et là il va y avoir des sollicitations de proxénètes et ou de clients. Et elles vont tellement mal, elles savent pas tellement pas comment s'en sortir, que du coup elles vont accepter et subir ces violences-là. Il va y avoir l'emprise du compagnon, là, le fameux lover boy. Et il va y avoir le placement. Alors, c'est pas le placement en soi qui fait l'entrée en prostitution, c'est que on a repéré que certains lieux de placement, il y avait déjà des jeunes filles en prostitution. Elles sont placées là, et quand une nouvelle jeune arrive, ben, du coup, elles vont être recrutées rapidement par d'autres jeunes filles. C'est là où le placement devient un facteur déclenchant, malheureusement. Ça a un impact sur son contexte personnel, de l'isolement social, un échec scolaire. La majorité des jeunes qu'on accompagne, effectivement, sont en difficulté scolaire, n'arrivent plus à retourner dans leur établissement scolaire une fois qu'elles ont été sous l'emprise de la prostitution. Certaines et certains vont avoir du coup des conduites addictives. Ce qu'on s'aperçoit aussi dans la prostitution des mineurs, c'est que c'est la prostitution qui a amené à l'addiction. C'est pas l'addiction qui a amené à la prostitution. Puisque ce qu'on a repéré des réseaux, des proxénètes des mineurs, c'est que souvent ce sont des jeunes hommes issus des réseaux de trafic de stupéfiants qui ont diversifié leur activité et qui du coup mettent en prostitution ces jeunes, puisqu'ils gagnent quand même beaucoup d'argent. Il faut savoir qu'un jeune proxénète, enfin un proxénète qui va prostituer une jeune fille, on va dire sur 20 jours, sur 30 dans le mois, il va se faire entre 10 et 15 000 euros. Hein. Donc quand il en a 4-5, je vous laisse faire le calcul. Et du coup, issus du trafic de stupéfiants, ils vont les fournir rapidement en stupéfiants pour renforcer l'emprise. Mais parce qu'ils ont bien compris aussi que ces jeunes, si elles sont pas sous produits, ça va être difficile de tenir dans les moments de passe. Et donc, il va y avoir l'utilisation de produits plutôt excitants, cocaïne, MDMA, kétamine, etc. Et il va y avoir aussi une utilisation par ces jeunes de produits plutôt anesthésiants pour pouvoir oublier un peu, pour pouvoir un peu dormir, et notamment tout ce qui est cannabis, protoxyde d'azote, bon, qui là est un excitant au départ, et aussi beaucoup de médicaments qui sont détournés pour s'anesthésier. Par contre, ce qu'on a remarqué dans l'accompagnement, c'est que si la prostitution, comme l'addiction est liée à la prostitution, quand la prostitution diminue ou quand la prostitution s'arrête, les produits, en tout cas notamment les produits les plus forts, vont s'arrêter presque automatiquement, puisque c'est lié au pass prostitutionnel. On a aussi, du coup, la plupart des jeunes, quand ils sont rentrés dans ce système de prostitution, ils ont du mal à se projeter. Ils ont du mal à voir autre chose. Ils ont du mal à se projeter, à avoir des perspectives autres que la prostitution. Puisque la prostitution, c'est de l'immédiateté. Un acte, une passe, de l'argent. Et on recommence. Voilà. Et du coup, c'est difficile de se projeter après. Et puis, il y a aussi la prostitution, elle vient impacter ces jeunes-là. Et certaines des jeunes nous le disent en disant, mais maintenant que j'ai fait tout ça, maintenant que j'ai couché avec 1000 hommes, elles utilisent ces termes-là, qui voudra de moi? Est-ce que je peux être une femme comme une autre, etc. Et du coup, ça les empêche de se projeter dans l'ordinaire, on va le dire comme ça. Le facteur déclenchant le plus important, c'est la rencontre avec le milieu prostitutionnel, hein. La rencontre avec le proxénète ou un client. Et malheureusement, cette rencontre, maintenant, elle peut se faire sur Internet et sur les réseaux sociaux.
On a des jeunes qui ont été recrutés via Instagram, des jeunes filles qui étaient dans leur chambre, qui scrollaient, etc. Ou des jeunes filles qui aussi se confient sur les réseaux sociaux, se prennent en vidéo, disent ah, je vais pas bien, j'en ai marre, je suis saoulée, je suis nulle, etc. Et de l'autre côté, vous avez du coup des jeunes plutôt masculins ou des filles même qui vont leur dire mais non, tu sais, moi je te trouve jolie, etc., etc. Viens, si tu veux fugue, on fugue ensemble. Et c'est comme ça qu'elles se retrouvent sous emprise dans la prostitution. Et notamment des jeunes filles, je pensais à elles, qui du coup ont posé des photos sur Mime. Vous savez, vous posez une photo, vous faites 50 €, ça paraît de l'argent facile. Mais de l'autre côté, les personnes, elles vont vouloir aller plus loin. Et je me rappelle notamment d'une jeune fille, et ça a concerné d'autres jeunes filles, où celui qui avait acheté des photos a commencé à dire, ça serait bien qu'on se voit. Elle refuse. Et au bout d'un moment, il lui dit, bah, tu sais, moi j'ai 3 vidéos de toi, j'ai 50 photos de toi, je vais les diffuser. Et là, elle était tellement terrorisée qu'elle s'est dit: «Je vais aller le voir une fois et puis on n'en parle plus». Et malheureusement, une fois, souvent entraîne, l'engrenage. Donc on a vu les facteurs fragilisants et l'événement déclenchant, et les conséquences aussi, sont pour nous outils de repérage. Ça peut nous alerter sur la situation. La plupart des jeunes, accompagnés nous décrivent des conséquences, psychiques, notamment tout ce qui est dissociation, stress post-traumatique. Et puis du post-trauma multiple, parce que souvent c'est, un cumul de violences sexuelles déjà subies. Et la dissociation, si vous voulez, vous aurez un temps, là, le 13 septembre, mais la dissociation vient anesthésier, les émotions, vient anesthésier, le corps, et du coup permettre, de subir, plus, les violences sexuelles. La dissociation a aussi comme effet, pour nos jeunes et nos moins jeunes, hein, la dissociation a aussi comme effet que ça anesthésie toutes les émotions. La peur, l'angoisse, mais aussi la joie, et cetera. Et quand les personnes sont dissociées, par exemple, elles vont nous raconter un événement qu'elles ont vécu avec un ton super neutre, presque avec un petit sourire. Et du coup, nous, comme on travaille quand même, dans le relationnel avec l'empathie, on se dit: «Bah, ce qu'elle nous raconte, c'est pas possible, en fait». Puisqu'il y a pas d'émotion chez elle, donc moi, je ressens pas d'émotion. Et du coup, elles sont souvent taxées de menteuses, que c'est pas possible. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, elles sont dissociées et du coup, les émotions, ne passent plus. Mais vous aurez un gros travail le 13 septembre, sur ce sujet-là. On voit aussi des jeunes qui, malheureusement, font plus de tentatives de suicide que les autres. Les études qu'il y a montrent qu'elles font 30 de tentatives de suicide que l'ensemble des autres jeunes. Beaucoup de mise en danger, hein, de recherche aussi d'adrénaline pour certaines. Une mésestime de soi, du dégoût, de la honte. C'est ça aussi qui les empêche de nous en parler, hein. C'est-à-dire que c'est rare qu'une jeune vienne, d'elle-même nous parler de ce sujet-là. Donc c'est à nous, professionnels, d'y aller, d'oser poser les questions. Elles ont des conséquences physiques, dégradation de l'état de santé, négligence. Pourquoi dégradation de l'état de santé? Beh, puisqu'elles sont anesthésiées, donc elles ressentent plus forcément les symptômes comme nous on ressent les symptômes. Et puis elles ont un rapport au corps difficile, donc les amener vers le soin, c'est pas évident, sauf que ça reste primordial dans l'accompagnement, c'est quand même le soin. Elles ont des blessures, des scarifications, les scarifications, souvent, sont liées, enfin, c'est rarement, des scarifications au poignet, c'est souvent des scarifications à l'entrejambe, sur le ventre, et cetera, puisque, on sait maintenant, que les scarifications, profondes permettent la dissociation, et la dissociation permet, de s'anesthésier, et s'anesthésier permet de plus avoir d'émotions et du coup d'avoir le sentiment, que tout va bien, en fait. Beaucoup d'entre elles et d'entre eux ont des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, notamment chez les jeunes filles. On retrouve beaucoup de jeunes filles qui mangent très peu, ou en tout cas qui picorent, hein, qui picorent, des aliments. On a une augmentation, du risque d'addiction, du coup des conséquences aussi sociales, hein, malheureusement un échec scolaire, hein, difficile, la scolarité, quand on se retrouve, en prostitution, pendant, 15 jours, 3 semaines, dans une autre ville, difficile aussi pour elles, elles nous le disent. Des fois, elles nous le disent comme ça, hein: «Mais moi j'ai envie de retourner à l'école, et cetera, mais chaque fois que j'y retourne, je me sens tellement décalée avec mon groupe de pairs. J'ai 14 ans, je vis des choses de fou et les autres jeunes à côté de moi, ont des parents, font des activités extrascolaires, et elles se sentent, tellement décalées que ça les fait repartir, redécrochage scolaire».
Il va y avoir aussi des conséquences aussi sur. Il peut y avoir un consumérisme compulsif et compensatoire. C'est pas de l'argent facile, hein. C'est de l'argent rapide. C'est une grosse différence. C'est de l'argent difficilement obtenu. Et du coup, on a des témoignages de jeunes qui vont, avec le peu d'argent que les proxénètes leur laissent, cet argent-là, elles vont le flamber, elles vont le dépenser pour se récompenser. Et puis cet argent-là, pour elles, c'est aussi montrer à l'extérieur des signes de richesse qu'elles n'ont pas vraiment, mais en tout cas, d'avoir le dernier portable, d'avoir le dernier sac à main, etc. On se rend compte aussi qu'elles sont souvent très isolées. Elles se sentent seules, elles ont le sentiment d'avoir très peu de personnes ressources autour d'elles, sur qui s'appuyer. Et après, ils sont dans un même groupe d'appartenance, en fait. Ça a aussi des conséquences sur la marchandisation généralisée des relations. Du coup, on s'est aperçu que les jeunes qu'on accompagne, quand on leur dit: «Beh, ça te va, on se donne rendez-vous à tel endroit et cetera». «Oui, mais alors en échange, tu m'offres le McDo, en échange, voilà. Et ça vient, alors les jeunes en général font ça, mais du coup, la prostitution vient généraliser que tout doit être, contre quelque chose. Des conséquences sexuelles, hein, beaucoup de problèmes gynécologiques, beaucoup d'IST, IVG. Beaucoup d'IST, puisqu'en fait, elles ont beau être en prostitution, elles ont beau pratiquer, du sexe, en fait, c'est les mêmes jeunes que tout le monde. Elles ne connaissent pas, la prévention, elles ne savent pas forcément, comment elles se protègent, elles ne savent pas forcément les risques pris. J'entends une jeune qui dit: «Mais non, non, franchement, il s'est douché avant, il était propre, hein». Voilà, elles ont aussi des représentations. Et puis, c'est surtout que, bah, une partie des acheteurs, parce que c'est des mineurs, vont négocier avec le proxénète de payer plus cher, pour le non-port, de préservatif, ou alors vont retirer, le préservatif. Elles ont une absence de désir et un trouble sexuel, hein, c'est-à-dire que quand on parle sexualité avec elles, heu bah, souvent ça les dégoûte. Elles disent: «Non mais moi j'aime pas ça, pour moi c'est un travail, je prends aucun plaisir», donc voilà, et du coup ça on le voit nous avec les adultes qu'on accompagne depuis des années. C'est vraiment, le désir sexuel, et la sexualité est vraiment un des accompagnements qui va prendre le plus de temps. Certaines d'entre elles et d'entre eux vont consommer aussi de la pornographie. Pourquoi? Parce que, bah, du coup, elles y connaissaient rien dans la sexualité. Leurs proxénètes leur ont montré des films porno. Heu, les clients arrivent avec leur téléphone, avec des extraits de films porno et disent, «Beh, pour tant d'argent, je veux ça». Et du coup, elles ont pu nous dire aussi que, seules dans leur chambre, des fois, en consommant du porno violent, ça favorisait, l'anesthésie et la dissociation, et des difficultés à reprendre une place de sujet. Moi, j'invite, les professionnels, en accompagnant des victimes comme ça de violences, sexuelles, j'invite les professionnels quand même à se former sur la question, du psychotrauma et de l'impact des violences sexuelles sur le corps et le psychologique, des personnes qui ont vécu ça. Donc on a vu les facteurs fragilisants, on a vu, l'événement déclenchant, les conséquences qui peuvent être outils de repérage, mais aussi qui pour nous va être, outil d'accompagnement, levier d'accompagnement, et on a repéré aussi ce qu'on appelle des signaux d'alerte un peu plus factuels, hein, que je pense que beaucoup d'entre vous, ont repéré, ces signaux-là. C'est-à-dire qu'en plus de signes classiques, hein, c'est-à-dire un changement brutal de comportement, du mutisme, du décrochage scolaire, certains éléments sont à repérer. Par exemple, la possession de cadeaux inexpliqués ou une somme d'argent liquide importante. Alors lui tout seul, ça suffit pas, hein. À chaque fois, il faut un ensemble, de signaux, un ensemble de facteurs, hein. On a repéré aussi pour notamment les jeunes filles des codes hypersexualisés ou à l'inverse se présentent de manière très négligée puisque quand elles partent en fugue prostitutionnelle, du coup souvent il faut qu'elles correspondent au code demandé par les acheteurs, et du coup on retrouve des jeunes avec, cheveux plaqués, longs cils, longs ongles, maquillage, important sur le visage, pour certaines jeunes du botox dans les lèvres. Alors oui, c'est interdit pour les mineurs, mais le réseau prostitutionnel a tout à disposition et du coup a des pseudo, chirurgiens, pour, injecter du botox dans les lèvres des mineurs.
Donc, code hypersexualisé ou à l'inverse se présente de manière très négligée, la plupart des jeunes, elles reviennent en fait. Quand elles partent en prostitution, elles disparaissent pas pendant des années. Elles reviennent, elles sont mises en prostitution pendant une semaine, 15 jours dans une autre ville et elles reviennent au foyer. Et souvent, à ce retour de fugue prostitutionnelle, on remarque que les jeunes vont pas très bien, vont se poser, vont être plutôt négligés, vont être en gros jogging, vont cacher leur corps. Certaines ne vont plus se laver. Et c'est une façon pour elles inconsciente de ne pas susciter le désir du regard de l'autre et de se protéger, de ne pas y retourner. C'est une façon aussi de nous montrer, voilà comment je me sens à l'intérieur de mon corps. Je me sens sale, en fait. Beaucoup de jeunes utilisent ce vocabulaire-là. Ou alors, dans les villas, par exemple, pour les plus jeunes, nos collègues éducateurs et éducatrices en villa nous parlent de jeunes qui, à un moment donné, vont mettre le pyjama pilou-pilou, vont remettre le pouce à la bouche, vont avoir leur doudou, on dirait des petites filles de 6-7 ans. Et vraiment, c'est un indicateur, de code hypersexualisé et l'autre code quand elles reviennent. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'au bout d'un moment, elle change de fréquentation. Elle a rejoint de manière exclusive un groupe de pairs qui partagent son mode de vie et ses codes. Des fois, il y a de la présence de vêtements de rechange, de lingerie, des boîtes de préservatifs, des cartes de club destinées aux adultes, d'armes, des couteaux, des lacrymos pour potentiellement se protéger des clients. Des relations amoureuses, j'ai mis des guillemets, avec des hommes un peu plus âgés qu'elles, les fameux loverboys. Des voitures aussi, nos collègues nous parlent de voitures qui viennent les chercher devant les foyers. La possession de plusieurs portables, elle change très régulièrement de téléphone. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que souvent, elles ont 2 portables, c'est-à-dire elles ont le portable qu'ont tous les jeunes, le smartphone et cetera, et elles ont aussi, pour certaines, un petit téléphone noir, à l'ancienne, là, le petit, Nokia, où il y a pas internet, il n'est pas géolocalisable. Là, vous pouvez être persuadé qu'il y a un réseau autour d'elles, puisqu'en fait, ce sont les proxénètes qui leur remettent ce téléphone. Souvent, ils leur prennent leur smartphone quand ils les quand ils les séquestrent pour de la prostitution. Parce que leur smartphone, dans l'absolu, il est géolocalisable, elles ont toutes Snap, etc. Et du coup, c'est ce petit téléphone noir. Et en fait, les proxénètes, s'ils font ça, c'est pour éviter qu'il y ait des traces sur les téléphones. Une fois qu'il a été utilisé, le téléphone, il est jeté. Enfin, voilà, c'est vraiment les proxénètes qui utilisent ça pour éviter d'être repérés. Un autre élément d'alerte, ça va être les fugues et les fugues de plus en plus nombreuses et qui durent de plus en plus longtemps. Au début, ils vont pas les faire fuguer pendant 1 mois parce qu'ils veulent pas trop alerter. Au début, on va pas trop s'en apercevoir. Ça va être, des fois, ça va être un après-midi. Finalement, elle est pas allée au collège. Puis ensuite, ça va être une soirée, un week-end. Et quand on travaille en foyer, c'est quand même assez récurrent, la fugue des jeunes. Donc, on s'inquiète pas trop. On se dit, bon, elle est sortie avec ses copines. Et puis finalement, après la fugue, elle va durer 1 semaine et puis 1 mois. En fait, les proxénètes, ils les déplacent. Ils les déplacent avec plusieurs objectifs. Par exemple, là, nous, on est sur Montpellier. Si on part de Montpellier, après, ils vont les amener à Béziers, ils vont les amener à Avignon, ils vont les amener à Aix-en-Provence et puis à Marseille. Le déplacement a plusieurs objectifs. Un, il renforce l'emprise, puisque quand elles sont dans d'autres villes, elles n'ont plus de repères, surtout qu'elles n'ont plus leur smartphone, elles n'ont que ce téléphone, elles n'ont que le numéro de leur proxénète. 2, ils donnent un sentiment, une illusion de liberté à ces jeunes filles qui se disent, elles font des stories, je pars à Marseille, etc. Donc une illusion d'être indépendante et grande en les faisant fuguer comme ça. Et 3, si on revient du côté des acheteurs, ça fait de la nouvelle marchandise dans une nouvelle ville. Et puis, de les déplacer comme ça empêche les enquêteurs de démanteler tous ces réseaux-là, en fait. Puisque pour démanteler un réseau, il faut du temps, il faut de la planque, il faut de l'observation. Et c'est pour ça qu'ils les déplacent aussi sans cesse. Un autre signal d'alerte, ça va être des jeunes qui vont des fois parler de relations sexuelles dégradantes sur un ton quasi indifférent, avoir un langage très cru sur la sexualité. Vous imaginez bien que dans le milieu prostitutionnel, on parle pas de vulve et de verge, c'est d'autres mots utilisés. Et aussi, quand elles utilisent ces mots vis-à-vis de nous, vis-à-vis des professionnels en face d'elles, c'est une forme de provocation. C'est une forme de est-ce que tu vas être capable d'entendre ce que je vis en fait et ce que je subis.
Et enfin, il va y avoir des traces de blessures, hein, et ce que je vous disais tout à l'heure, de scarification. Donc là, on a les facteurs, nos signaux d'alerte, et ces signaux d'alerte, en fait, on va aussi, quand on va faire un signalement, on va les nommer dans nos signalements. On va nommer, par exemple, les fugues, on va nommer les villes où, quand on le sait, où elles ont été mises en prostitution. Voilà, on va donner tout ça aussi pour que les enquêteurs puissent, faire une enquête. On va, nous, chaque fois, on garde tous les numéros de téléphone parce qu'en 1 an, de suivi, par exemple, d'une jeune, je pense qu'en 1 an, on a 9 numéros de téléphone différents, mais on les garde puisqu'on les donne après aux enquêteurs parce qu'ils se passent aussi les numéros de téléphone, etc., etc. Et ces signaux d'alerte renforcés dans l'étude d'une situation avec les facteurs fragilisants viennent des fois nous affirmer que oui, cette jeune, elle est en prostitution. En tout cas, si elle n'est pas en prostitution et exploitée sexuellement, si elle a tous ces facteurs-là et ces signaux d'alerte, elle va pas bien. Donc voilà. Pour finir, sur ces questions-là, je voulais quand même faire un petit zoom sur l'emprise parce que, c'est ça aussi qui nous empêche, de les aider à en sortir. La majorité des mineurs, elles sont sous emprise. L'emprise, c'est quoi? C'est la relation de domination mise en place par une personne, donc là, le proxénète, souvent, en position de pouvoir et qui vise l'exploitation d'autrui. La personne sous emprise croit qu'elle n'a pas le choix et intériorise la volonté de l'autre au détriment de ses propres intérêts. Et du coup, cette emprise, elle va être mise en place comment? Recours aux violences physiques et sexuelles. Les proxénètes aussi, heu, frappent, tailladent. Là, il y avait une jeune qui nous décrivait, avant-hier que, son proxénète, quand il l'a mise dans l'hôtel, elle a voulu s'échapper. Il a cassé une tasse, il a pris un bout de faïence et il a commencé à la taillader. Enfin voilà, c'est ça aussi, elle nous le révèle rarement ces phénomènes-là, mais c'est ça aussi, hein, le recours aux violences physiques et sexuelles. Évidemment, le recours à la coercition et menace de mort sur elle ou sur sa famille. Ils vont aussi, et ça c'est important de l'avoir en tête, ils vont aussi leur faire commettre des actes délictuels. Parce qu'en leur faisant commettre des actes délictuels, du coup, elle va dire par exemple à un moment donné: «Non mais moi j'en peux plus, je vais aller parler, je vais dire et cetera». «Ah oui, tu veux aller parler? Mais moi je vais aller dire que tu as transporté de la cocaïne de, Montpellier à Marseille. Moi je vais dire qu'en fait c'est toi qui as recruté, Alia, Sonia et cetera, qui avait 13 ans». Donc ça aussi c'est important d'avoir en tête aussi ça, c'est que, nos jeunes, du coup, elles ont peur de parler parce qu'elles ont peur d'être sanctionnées, parce qu'ils leur ont fait commettre des actes délictuels et puis, en plus, les proxénètes leur mentent, hein, leur disent: «Si tu parles, c'est toi qui vas te retrouver en garde à vue». Ils vont les faire consommer des produits, ils vont avoir recours aux violences psychologiques, la rabaisser, la culpabiliser, la rendre responsable de sa situation, lui faire croire qu'elle est folle. Ils vont l'isoler. Ils vont surveiller en permanence, ce qu'elle fait, à qui elle parle, où elle va, rendre des comptes immédiatement. Leur téléphone, il sonne tout le temps. On s'aperçoit des fois avec des jeunes, quand on est en entretien avec elles, qu'il y a il est allumé en fait, leur téléphone. Il est écouté. Il y a des personnes qui les écoutent. Je me rappelle d'une situation, il y a eu un démantèlement d'un réseau. C'était des jeunes femmes, colombiennes, hein. C'était un réseau, d'Amérique du Sud. Il y avait 2 mineurs, dans ce réseau-là et en fait, l'appartement qu'ils avaient loué, c'était pas un Airbnb, c'était un appartement et en fait, ils avaient mis des caméras, mais dans toutes les pièces. Il n'y avait pas une pièce sans caméra et la jeune femme, après, qui a été accompagnée, a pu dire: «Mais ça rend fou, en fait, d'avoir 0 intimité, ça rend fou». Ils vont souvent utiliser la famille, hein, pour maintenir l'emprise. «Ah oui, si toi tu t'en vas, elle a quel âge ta petite sœur là? 12 ans, c'est peut-être le bon moment». Donc on va avoir aussi des jeunes qui vont continuer à se prostituer de façon, sacrificielle pour leur famille. Il va y avoir l'invocation du privilège masculin, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, «Tu es un objet sexuel, de toute façon maintenant que tu as fait la pute, tu resteras pute» et cetera, donc ça vient vraiment renforcer et enfin, il va y avoir le recours à l'abus économique et social. On va lui prendre son argent, on va lui confisquer ses papiers, on va lui donner des fausses informations. Donc c'est ça aussi qui fait que c'est ça nous rend, la prostitution des mineurs, l'exploitation des mineurs, elle nous rend, souvent impuissants. Déjà, elle nous sidère à des moments donnés, vu toutes les violences qu'elles subissent. Elles nous rendent impuissants. On se dit: «Mais par quel bout le prendre?» Effectivement, c'est pas simple, mais voilà, il faut avoir en tête aussi que, il y a aussi cette emprise et comment on détricote avec elles, l'emprise, qu'elles ont et que
un de nos premiers outils quand même, bon évidemment notre premier outil c'est l'écoute, mais notre deuxième outil, c'est aussi la loi. Il y a une loi et on s'est aperçu quand même que quand on arrive avec ces jeunes à ce qu'elles arrivent à parler un petit peu, quand on arrive à faire un signalement, qu'une enquête se met en place, qu'il y a le démantèlement d'un réseau, qu'il y a le démantèlement ou que le proxénète est arrêté, une partie d'entre elles, pas toutes, une partie d'entre elles sont soulagées et peuvent se dire: «OK, je peux maintenant sortir, de la prostitution». Je dis une partie d'entre elles puisqu'on sait qu'il y a encore des proxénètes qui agissent de la prison, hein, donc malheureusement, ça n'arrête pas tout. Heu, pour finir, quelle heure il est, Juliette? Il est 11h25. OK. Est-ce que ça te va si on fait une Allez, pause on de fait 5 une pause, minutes? parfait. On fait une petite pause de 5 minutes et on revient avec, une courte présentation encore et puis après il y aura un temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions, dans le chat ou dans l'onglet questions-réponses. À tout de suite.